Salut, j'ai une nouvelle caméra. Enfin, j'ai acheté un téléphone. Le problème, c'est que j'avais ce micro-là. Du coup, en fait, dans ce téléphone, il n'y a pas de prise jack. Du coup, il me sert à rien. J'espère que la qualité va pas en pâtir. Voilà, vous me direz. Sinon, ça va, vous? Ils vont bien? Chez Littératé, ce mois-ci, on a une voiture qui est possédée. On a le Jean-Philippe Jaworski du Minnesota. On a un type qui doit faire un discours à un mariage. La construction d'une cathédrale. Et enfin, on a le Jean-Philippe Jaworski de Nancy. Enfin, le vrai, quoi. Alors, on a lu quoi en février? On a lu Christine, qui est un roman de Stephen King et publié en 1984 en France par Albin Michel. On est au début de la carrière littéraire de Stéphane Roy. Ça fait que 10 ans qu'il a commencé, avec Carrie. On est clairement pas dans une bonne période pour le King. Il vient de publier Cujo et Dead Zone, qui sont pas franchement fameux. N'empêche que aux States, Christine se vend à plus de 300 000 exemplaires lors de sa première année de publication, qui en fait le 5e livre de type fictionnel. Christine, c'est l'histoire d'Arnie, qui est un adolescent boutonneux, timide, gênant, et il a un seul ami, qui s'appelle Denis. Arnie, il adore la mécanique, il adore réparer des voitures, et un jour, alors qu'il se promène, il voit la voiture de ses rêves, c'est une Plymouth Fury 1958, rouge et blanche. Et il va à tout prix l'acheter justement pour la retaper parce qu'elle est toute déglinguée. Et c'est ce qu'il fait. Et sans s'apercevoir que plus il va la réparer, plus la voiture va avoir une emprise sur lui. Parce que Christine Lagova, c'est bien plus qu'une simple voiture. Elle est jalouse, elle est possessive et elle est surtout violente. Alors qu'est-ce qu'on en pense de Christine? On continue en fait la période pas ouf de Stephen King. Le roman il est pas mauvais, hein, mais il est gâché par un gros problème narratif qu'il faut que je vous explique. Le roman il est découpé en 3 parties. La première partie, elle est narrée du point de vue de Denis, du coup le pote d'Arnie, qui témoigne en fait des changements chez son pote. Et c'est très bien, tu vois, alors pourquoi pas. Sauf que la deuxième partie, on passe à un narrateur extérieur, compté du coup à la troisième personne du singulier, sans qu'il y ait d'explication, juste comme ça, tu vois. Et puis, à la troisième partie, on repart du point de vue de Nice. Pareil, on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on sait pas d'où. Et du coup, il y a un clair manque de cohérence. On a vraiment l'impression d'être face à un roman raté, dans lequel l'auteur n'arrive pas à contourner un problème qui s'est lui-même créé. Du coup, ça gâche l'expérience de lecture, quoi. Sinon, les événements, ils sont pas si mal, hein. Y a un peu de bon quand même. Hop. On a lu Des Horizons Rouges 100 de Scott Lynch. Du coup, c'est le deuxième tome de la série Les Salauds Gentilshommes, qui a débuté en 2006 avec le premier tome Les Mensonges de Locke Lamora. On est dans une ambiance très gagner la guerre. Le récit se passe dans un univers assez Italie-Renaissance, qui donne une ambiance similaire en fait aux écrits de Jean-Philippe Jaworski. Alors je sais pas qui s'est inspiré de qui. Je sais même pas s'il y a eu inspiration mutuelle, mais on s'y retrouve quoi. Publié par Brajlon en France, qui est une maison d'édition spécialisée dans la fantasy et la science-fiction. Pour donner un peu de contexte, Les Salauds Gentilshommes, du coup le titre de la série, c'est une guilde de voleurs. Enfin, la guilde est menée par le personnage principal qui se nomme Locke Lamora. Hop. Et du coup, suite aux événements du premier tome que je vais pas vous spoiler, les personnages sont forcés de quitter la ville dans laquelle ils agissent, Camor, et ils vont se réfugier dans une autre ville, de l'autre côté de la mer, qui s'appelle Talverar. Et du coup, vu qu'à Camor, ils ont perdu toute leur fortune, ils vont leur se refaire, avec un coup assez audacieux, mais bien sûr, qui va pas se passer comme prévu, puisque sinon on n'écrirait pas 636 pages dessus. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce second tome de la série des Salauds Gentilshommes? Le premier tome, était clairement réussi, mais là beaucoup moins. En fait, les forces du premier tome sont un peu les faiblesses de la suite. C'est globalement pas mal, on est sur un bon roman, mais il y a des faiblesses. La faiblesse principale, c'est l'intrigue. En fait, elle est multicouche, c'est un oignon. Il y a certaines couches qui sont moins bonnes, quoi. Comme un oignon qui a un peu trop vieilli, pour la métaphore. Et le lien entre ces différentes couches est vraiment ténu. C'est vraiment chétif. On a vraiment l'impression d'être face à un roman purement dirigé par les désirs de l'auteur. On passe du coq à l'âne, quoi. Tu vois, à un moment donné, au fur et à mesure de son écriture, il a voulu mettre des pirates. Ça se mêlait pas trop à l'intrigue, il y avait pas trop de liens, mais il voulait le faire quand même, du coup il l'a fait. Et ça se ressent. Le deuxième point un peu faible, c'est que le roman, il paye les choix narratifs audacieux du premier. Et là, on a vraiment l'impression que les personnages, ils sont protégés par un bouclier narratif, quoi. Au-delà de ça, ça reste un très bon roman d'aventure avec des personnages qui sont très bien foutus. Hop, au suivant. On a lu Le Discours de Fabrice Caro de son vrai blaze. Le Discours, c'est son second roman, donc, qui a été publié en 2018 par Gallimard. Fabrice Caro, c'est surtout un auteur de BD, et il s'est fait connaître par le cultissime, mais que je n'ai pas lu, Zai Zai Zai, Zai 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 Zai, Zai 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 Zai. Il y a 4 Zai. Le Discours, ça m'a été conseillé par mon frère. Ça a été un succès assez immédiat en librairie, puisque pas longtemps après publication, il y a eu une pièce de théâtre dans laquelle joue Simon Astier, il l'a mis en scène aussi, je crois. Un film aussi, dans lequel joue Kian Kojandi, le mec de Bref. Le Discours, ça se déroule lors d'un repas de famille où Adrien, le personnage principal, il se voit demander par son futur beau-frère de faire un discours pour le mariage de sa sœur. Sauf qu'Adrien, c'est un grand timide et cette affaire-là, ça l'angoisse à mort. Et donc, pour oublier un peu ça, il va se plonger dans ses pensées et puis il va faire le point sur son histoire avec son ex, Sonia,
qu'il a largué il y a pas longtemps et à qui il vient tout juste d'envoyer un message. Alors qu'est-ce qu'on en pense du discours? C'est un petit roman sans prétention de 210 pages, et on n'est pas là pour sauver le monde, mais on est là pour passer un bon moment, et puis bah c'est le cas, hein. Le roman il enchaîne les situations absurdes qui proviennent de l'esprit névrosé d'Adrien. Bah on sourit souvent, hein, on souffle du nez quelques fois, et en général on passe un très bon moment. Petit regret quand même pour le protagoniste qui évolue pas trop au long du livre, mais bon, bah pas trop le temps en 210 pages quoi. Hop, au suivant. On a lu L'Épidilataire, enfin du coup pas la version, l'énorme pavé là, de 1100 pages, publiée en 1989 par les éditions Stock, mais bien la première partie de la version en deux parties, la réédition publiée en 2017 par Robert Laffont. Voilà, hop. Le roman il m'a été conseillé par un pote. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, Ken Follett, c'est un spécialiste de romans historiques. Il est commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, hein, pardon monsieur. Et L'Épidilataire, ça a été adapté en série, en mini-série, avec un incroyable casting. Le roman il se déroule dans l'Angleterre du XIIe siècle, prend pour contexte la construction d'une cathédrale dans la ville fictive de Kingsbury. Et autour de cette cathédrale, en fait, vont se mêler le destin de plusieurs personnages. Du moins, dans le premier tome, on aura Tom le bâtisseur, qui est architecte et dont le rêve est de construire une cathédrale. On aura Philippe le prieur, parce que c'est un prieur, mais en tout cas, Philippe, c'est un moine. Il veut construire une cathédrale aussi, hein, c'est bizarre, tu vois. On a Aliena, qui est la fille courageuse d'un comte déchu. Et on aura William, qui est un sacré connard, dont j'ai pas envie de vous parler. Et du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette première partie des Pieds de la Terre? C'est bien, mais pour ce qui est bien, l'intrigue historique est vraiment cool et elle est accessible. Elle remet dans le contexte les choses pour ceux qui connaissent rien, du moins dans cette partie d'histoire, comme moi. Elle rend accessible aussi le vocabulaire de l'architecture, tout ce qui est construction et tout. Ça rend ça accessible et agréable à lire pour ceux qui connaissent rien et qui sont pas trop passionnés, comme moi. L'intrigue politique, les rebondissements, bah, ils sont bien écrits, c'est coolos, comme moi. Mais mon problème principal avec le livre, c'est froid, c'est très froid, c'est très factuel. Les personnages, ils ont qu'une seule facette et c'est très difficile de s'attacher à eux. Ils apparaissent tous un peu creux, quoi. Hop, au suivant. Et enfin, on a lu Le Sentiment du Fer de Jean-Philippe Jaworski, le vrai, le véritable cette fois-ci. C'est un recueil de nouvelles qui fait partie de la collection Helios, qui est une collection qui est menée collectivement par 3 maisons d'édition. On a Nemos, on a Les Moutons Électriques, la maison d'édition habituelle de Jean-Philippe Jaworski, et on a ActuSF. Et du coup, ces trois-là sont réunis dans un collectif qui s'appelle Les Indés de l'Imaginaire, parce qu'ils sont indépendants et qu'ils travaillent dans l'imaginaire. C'est bien vu, hein. Le Sentiment du Fer, c'est un recueil de 5 nouvelles écrites de 2010 à 2013 et qui répondent à des commandes et qui ont été réunies dans un livre en 2015. J'ai la version poche, publiée en 2022. Donc dans Le Sentiment du Fer, on replonge dans le Vieux Royaume, qui est l'univers de Janoa Vera, son premier recueil de nouvelles, de Gagner la guerre, dont je vous remets la vidéo en haut, et aussi du Chevalier aux épines, juste ici, dont on va bientôt parler. Et donc du coup ces 5 nouvelles, elles partagent une temporalité assez similaire. On explore plus l'univers du Vieux Royaume, en particulier la guerre des Grands Vassaux, qui est une guerre qui a mis à feu et à sang l'univers, décrit par Jean-Philippe Jaworski. Et du coup dans chaque nouvelle, on va se concentrer sur un pays, l'impact de la guerre sur ce pays et sur ses habitants. Qu'est-ce qu'on en pense du Sentiment du Fer? Et bah c'est chambé, hein, c'est très bien. T'as cru que j'allais dire autre chose de Jean-Philippe Jaworski. Il s'impose vraiment comme le Tolkien pain, vin, fromage. On a encore une plume et une langue exceptionnelle. J'ai quand même quelques petites réserves. Ouais, ça arrive même au meilleur. En particulier sur 2 nouvelles. La première nouvelle, qui fait trop ressucé de Gagner la guerre. Ça se passe dans la même ville, avec le même genre de personnage principal. Sauf qu'il y a juste moins le temps de développer. C'est vraiment un petit Gagner la guerre moins ouf. Et puis une autre nouvelle où, à l'instar de Scott Lynch, les forces de Jean-Philippe Jaworski en font des faiblesses. En fait, c'est une nouvelle qui prend pour personnages principaux des nains qui doivent aller sous une montagne dans laquelle habite un soi-disant dragon. J'espère que ça vous dit quelque chose. Dans l'imaginaire collectif, tu vois, les nains, c'est associé à la montagne, c'est rocailleux. Du coup, le nom exprime ça. C'est ce que fait Jean-Philippe Jaworski et c'est clairement habitable. Alors, j'ai noté quelques noms. Je vous les mets aussi quelque part pour avoir l'orthographe. Donc on a Digunalao, Radzwin, Jlamberich. Et comme vous pouvez voir, il y a un H avant le J. Et du coup, je sais pas comment le prononcer. Weerborg, Heathfeld. Et tu vois, quand on passe plus de temps à se concentrer pour lire correctement les noms, et ben on a du mal à rester concentré sur l'intrigue principale et du coup on en oublie les événements. C'est un peu pas ouf. Ça reste quand même ma recommandation du mois. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner. J'aime pas le dire, mais ça fait toujours plaisir quand les gens le font. Le mois prochain, on se retrouve. On va parler d'un roman que tout le monde a aimé, mais que j'ai détesté. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On va aussi parler d'Émile Zola. Et puis d'autres romans, là, ce sera la surprise. Au mois prochain.